Il est l'un des poètes les plus importants en France. Depuis quelques années, il publie depuis 1977. Richard Rognier publie Patienter sous les nuages aux éditions Gallimard et il est notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Richard. Bonjour Sarah. Richard Rognier, vous nous accueillez chez vous, à Dommartin, Ouais. les Remiremont, votre maison Hmm. dans laquelle vous vivez depuis longtemps. Alors, je suis revenu ici en 98, 2 ans avant que je ne cesse mes activités au collège Jules Ferry à Épinal. On nous a parlé de ce dernier ouvrage, Patienter sous les nuages, paru aux éditions Gallimard en mars 2024. C'est le dernier paru chez Gallimard. Voilà. Un prochain en 2025, j'imagine. Il y en a un prochain 2025, mais chez un autre éditeur avec qui je travaille aussi, qui s'appelle L'Herbe qui tremble, dont le directeur et éditeur est Thierry Chauveau. Voilà, et ça s'appellera Le raccommodeur d'instant. Voilà, exactement. On parlera des mots qui sont très importants. Voilà, c'est ça. Trouver le bon mot, le juste mot, je crois que c'est une des missions que se donne peut-être un poète, ou pas, peut-être que je me trompe, mais on parlera essentiellement de ce livre-là, Oui. mais aussi quand même de ce qui vous fait écrire depuis 1977. J'ai regardé, la première publication, c'était en 1977. Depuis, il y a nombre d'ouvrages signés Richard Rognier, dont de nombreux éditeurs, même si on vous remarque beaucoup chez Gallimard depuis quelques années. C'est quand même votre maison. Oui, je crois que j'ai 10 titres dans la blanche, donc celle-ci, et puis il y a le petit Poésie Gallimard, la collection de poche. Je ne peux pas ne pas dire le prix très important que vous avez reçu de la Société des gens de lettres. C'est en 2002. Je pense, oui, j'ai plus tout ça en tête, mais je pense que c'est en 2002. Je me suis fait C'est recorder. un prix important pour les poètes, parce que c'est un prix qui reconnaît l'œuvre. Oui. Et ça, c'est une reconnaissance, on va dire, du milieu, puisque tout de même, et je ne pense pas que vous allez me contredire, la poésie est presque confidentielle aujourd'hui. En 2024, ce qu'on lit le plus... Non, dont on parle non, le plus. non, non, non. Oui, confidentielle, oui, effectivement. Mais elle est solide quand même. Elle circule, c'est-à-dire que on la voit beaucoup sur Internet, hein, sur Facebook et compagnie. Mais ce que je reproche précisément, c'est que tout le monde y va souvent sur ce genre de site de son ego. Le moindre petit paix poétique, à mon avis, est en train de circuler sur Internet et c'est pas toujours très, très agréable. Ceci dit, il y a des auteurs beaucoup plus jeunes que moi et certains de mes collègues qui font des choses très intéressantes. Et la poésie, c'est vaste. Il y a une écriture poétique, il y a une écriture... Une grande diversité. Je pense que le dernier ouvrage, c'est en prose, donc Oui. sans rime et sans strophe, comme des instants, puisque vous disiez le mot instant, c'est comme des instants que vous écrivez, des instants de vie, puisque vous êtes sur une écriture que je trouve, moi, à la charnière entre intime, vie personnelle et humanité, parce que la question de l'humanité est aussi là. Donc vous embrassez d'une certaine manière le monde qui vous entoure, mais le monde plus vaste encore. Oui. La notion de temps parfois est oubliée, on le verra aussi, même si les instants et le temps présent est important aussi. Et vous êtes, je trouve, à la charnière entre votre propre vie, votre propre environnement et le grand monde. Est-ce que ça vous va? Ben, c'est tout à fait juste, c'est ça exactement. C'est vrai que j'essaie toujours d'établir un lien très, très serré, enfin il se fait tout seul en fait, hein, entre ce qui est vraiment très intime, ce qui est petit, voire microscopique, j'allais dire, et établir un lien avec ce microcosme et le macrocosme. Et c'est-à-dire que quand je regarde par exemple une mésange dans le pin qui a le matin j'adore, en prenant mon petit déjeuner, regarder, fixer les branches du pin et voir arriver le couple de mésanges charbonnières. Et c'est des instants très intimes, ça, mais ça me met immédiatement en relation avec quelque chose de permanent et d'infini.
Et c'est dans le détail, dans l'observation faite du détail que je perçois ce que vous disiez tout à l'heure, la totalité du monde. Mhm. Les mésanges. Vous allez me dire que je parle trop souvent des mésanges, écrivez-vous, mais comment voulez-vous que je ne sois pas émue, transportée lorsque le matin, assis à la table de la cuisine, je les vois, chères flammes, charmer les rameaux du pin, où le soleil levant leur dédie ses enchevêtrements de lumière. On y est. Ça tombe exactement, c'est exactement ça. Et voilà, c'est ce qui fait que ce sont ces choses-là qui nourrissent véritablement les poèmes, du moins les poèmes de ce recueil, de ce livre-là. On va y venir, mais quand même, qu'est-ce qui vous fait, Richard, ma question va peut-être tomber à côté, puisqu'il n'y a peut-être pas un moment précis, mais qu'est-ce qui vous fait tomber en poésie? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous mettiez à écrire de la poésie? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment précis, d'une rencontre, d'une lecture, d'un moment de vie? C'est complexe, mais c'est précis comme question. Parce que je pense que j'ai toujours vécu en relation avec la poésie et le sentiment poétique. Ce dont on parlait tout à l'heure à propos des mésanges. Bon, j'ai connu ça. Ça faisait partie de ma vie quand je vivais donc, dans cette école à classe unique au hameau de la Chaume, qui dépend du Val d'Ajol, où ma mère était institutrice. Et je vivais vraiment en contact avec on parlait des mésanges tout à l'heure, mais avec tout ce qui peut constituer le décor champêtre. Hein. Il y avait quelques fermes autour de l'école. Bon, nos amis, c'était des petits paysans du coin qu'on adorait. Et bon, comme je dis toujours, un peu en m'amusant, je vivais entre les veaux, les vaches et les couvées, quoi, et les oiseaux. Et je sentais déjà qu'il y avait un attachement, parce que j'étais quand même assez solitaire tout en étant très accueillant. Et c'est solitaire, mais je sentais que j'avais besoin de m'inscrire dans ce lieu avec tout ce qu'il exprimait de simple, mais en même temps déjà d'universel. Mmh. Et j'ai mes courses, mes promenades dans la forêt, écouter les oiseaux, le bruit des ruisseaux, etc. Je ne savais pas que j'allais écrire, mais je sentais déjà qu'il y avait en moi quelque chose que plus tard j'ai appelé le sentiment poétique. Mmh. Et c'est seulement beaucoup plus tard, au moment de l'adolescence, que j'ai commencé à tenter à écrire telle ou telle chose en s'appuyant là-dessus, mais ça n'était qu'une envie, ce n'était pas encore véritablement la poésie. Vous parlez de votre jeunesse, vous parlez de cette école. Oui, vous en... très importante. Ouais, oui. Le grenier aussi, vous aviez, il y a votre ami Frédéric dont vous parlez. Et mon frère, c'était Frédéric. Ah, c'était votre frère Frédéric, oui. avec et qui est très présent dans ce livre-là. Ce petit garçon que vous étiez revient très souvent dans ce livre-là. Et il revient presque comme une interrogation de votre identité. Il revient presque sur la question de qu'est-ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, et qu'est-ce qui distingue finalement le petit garçon de l'homme, et qu'est-ce qui finalement est peut-être le revers ou autre. Est-ce que je l'ai bien compris ou pas? Oh, oui. Il y a une grande question que je trouve identitaire, même si le mot est peut-être pas bon, dans ce livre. Enfin, vous êtes, Sarah, une lectrice parfaite, j'allais dire, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le petit garçon dont on parlait tout à l'heure, c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il a façonné les diverses identités que je suis et qui m'habitent véritablement. Parce que j'ai toujours été intéressé et un peu dépassé par le fait qu'à l'intérieur de moi-même, il y avait une quantité, il y avait de très très nombreux personnages qui vivaient, qui s'exprimaient. Mais ils prennent tous racine véritablement dans ce lieu dont on parle et dans le petit garçon que je ne ressentais pas comme un enfant avec une identité très, très nette d'enfant. Mais je sentais déjà qu'à l'intérieur de cet enfant-là, il y avait un éparpillement que j'ai toujours voulu, non pas contrôler, mais auquel j'ai voulu toujours être à l'écoute. Et qui fait que c'est la poésie finalement qui l'a remis au goût du jour et qui a fait que l'adulte que je suis a pris ses racines à ce moment-là dans le... Où puis-je découvrir le nom N-O-M qui me convienne? Écrivez-vous, Oui. posez-vous comme question. Peut-être est-il enfui dans l'ombre, quelque part. Me faut-il évoquer un tout autre départ dans le chaos du temps pour qu'enfin je l'obtienne? C'est vrai qu'il y a un élément essentiel aussi dans mon itinéraire et dans mon écheminement, c'est la quête de l'identité.
Même arrivé à l'âge que j'ai actuellement, je me pose encore la question. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment je vis véritablement. Ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que je fais vraiment la différence entre la personne qui vit tous les jours comme chacun d'entre nous, qui est bien obligé de suivre les mouvements de la réalité, il faut bien manger, il faut bien faire des courses et des choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a un personnage insaisissable qui est peut-être le poète que je suis. Mais chaque fois que j'essaye de l'interroger, ce poète qui est à l'intérieur de moi-même, bon, il ne me propose pas une figure claire et déterminée, mais une quantité de figures, une multiplicité de, comment j'allais dire, une multiplicité de visages, de regards qui m'appartiennent, mais qui m'interrogent toujours. Ça, c'est la façon de regarder le monde. Ce que vous décrivez, c'est la façon de regarder la nature, l'environnement, comme vous disiez, mais aussi c'est aller creuser dans la mémoire. Et ça, Oui. vous l'écrivez aussi. C'est les deux façons, finalement, qu'a le poète de sonder sa vie et le monde qui l'entoure. C'est regarder, observer et aller chercher au plus profond de soi. Voilà, je pense que c'est ça, oui. Il faut déjà viser une certaine simplicité. La simplicité du regard, la simplicité de l'écoute. Mais moi, je suis surtout quelqu'un qui regarde beaucoup. Et c'est dans les choses vues, les choses regardées, que je prends conscience de la multiplicité, de la grandeur de la vie, de l'existence elle-même. Quand on est sensible à ce qui est autour de soi, et qu'on a la possibilité de l'exprimer par la poésie, on se rend compte très vite que la poésie magnifie la réalité pour lui donner un statut, lui faire acquérir un statut de vérité. Est-ce que l'écriture permet de comprendre le monde? Parce que vous citez Mathieu Riboulet, oui, en début. Vous citez un extrait du Regard de la Source. Et Mathieu Riboulet disait que hors de l'écriture, il avait le sentiment que c'était la confusion. Et il rajoutait qu'à l'écrit, il avait le sentiment de comprendre les choses, alors que le monde lui était globalement opaque à l'oral. Et j'ai le sentiment qu'on pourrait presque dire la même chose. Oui, oui, c'est tout à fait vrai ça. Parce que quand je disais tout à l'heure que je regarde beaucoup, j'observe, etc. Mais si tous ces éléments que je vois autour de moi, bon, on peut s'y arrêter, sentir qu'ils nous touchent, faire même exister en nous, comme en chacun d'entre nous, le sentiment poétique, mais ça reste éparpillé, ça n'est pas construit. Et c'est l'écriture, en fin de compte, qui permet de faire un choix dans ces éléments-là, qui permet de faire le lien, et qui permet en quelque sorte de donner le texte dans son essence définitive. Et l'écriture permet d'organiser ce qui circule à l'intérieur de l'écrivain lui-même, de la pensée de l'écrivain. Quand on écrit, il n'y a pas de pensée claire sans écriture. Alors, écriture double, j'allais dire, ce n'est pas forcément l'écriture telle qu'elle se manifeste quand on tape sur un clavier ou quand on écrit à la main. Moi, j'écris beaucoup à la main, ce n'est pas simplement cette écriture-là, mais une écriture interne, c'est-à-dire qu'avant même qu'on la manifeste, qu'on écrive véritablement sur sa page, il y a déjà des phrases, il y a déjà quelque chose qui circule, qui a comment j'allais dire, le classement de ce qu'on va dire, la chose qu'on va dire est déjà en train de germer dans l'esprit. Mais c'est vrai, c'est très juste hein, cette remarque de Riboulet. De Riboulet. Ah ouais, ouais, ouais. Alors il est présent au début du livre, vous oui, inscrivez dans sa pensée, j'imagine, oui. mais pas seulement. Vous me disiez que les citations en début étaient très importantes. Pour quelle raison? Ça fait longtemps que je fais cela et dans mes derniers livres, ça fait sur une quinzaine d'années déjà, où je mets toujours 3. Bon, c'est un chiffre que j'aime bien. C'est quoi, c'est le triptyque, les 3? J'aime bien le 3, j'aime bien le 5, j'aime bien le 7, j'aime bien ces chiffres-là. C'est impair, hein? Impair, toujours, oui. Impair. Mais c'est vrai que je suis très sensible aux chiffres, et notamment le 7. Mais le 3 me touche beaucoup aussi, et c'est multiple. À tel point que souvent, quand le nombre de poèmes qu'il y a dans un livre, mais ce serait trop long à expliquer, dépend précisément du 5, du 7 et du 3 et de ses multiples. Ça, oui, c'est très, très architecturé de ce point de vue-là. Par exemple, il y a 33 variations Diabelli chez Beethoven.
sur la valse de Diabelli. Il y a chez Bach que c'est souvent le 6, hein, les partitas, il y a 6 partitas, il y a 6 suites françaises, il y a 6 suites anglaises. Il y a toujours ce 3 là qui circule et je suis très sensible à ces éléments mathématiques, si on peut dire. Ouais, mathématiques. Mais j'organise, mes livres sont organisés de cette façon-là. D'accord, presque comme un musicien finalement, un poète serait pas très éloigné d'un compositeur. Ben, c'est-à-dire que je passe plus de temps avec la musique qu'avec la littérature elle-même. Et quel serait votre Diabolus in Musica pour vous, Richard Rognier? En ce qui concerne la littérature, et puis il y a la musique contemporaine aussi, il ne faut pas l'oublier. Je passe pas ça. Pour moi, contemporain, c'est même plus Debussy ni Ravel, c'est déjà des grands classiques. Mais vraiment, c'est vrai que je suis très attaché à Debussy. D'ailleurs, la musique est très présente dans tous mes livres. On la trouve partout avec des citations, effectivement. En littérature, c'est vrai que je suis un grand lecteur aussi. Et bon, je peux citer deux auteurs que j'aime beaucoup actuellement. 3, si on prend Riboulet, hein, j'ai à peu près tous les livres que Riboulet a écrits. Il y a John Boyne, évidemment. Donc vous venez de tout lire, vous avez tout lu, oui, m'avez-vous dit. Oui. Et puis Abdelataya, que j'adore, et dont j'ai tous les livres aussi. Grand écrivain marocain, enfin jeune grand écrivain marocain. Oui. Qui aborde les grandes questions de notre rapport à la société, à la famille, au corps, au genre, à l'identité, que ce soit l'identité d'homme ou sexuel, etc. C'est fascinant. Et c'est un jeune écrivain d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes totalement dans notre monde aussi. Richard Rognier, vous lisez ce qui se crée aujourd'hui. Ah oui. Il y a même des auteurs québécois, des auteurs canadiens, dont un que j'aime beaucoup, Lambert, il s'appelle. Edwin ou Evin Kevin Lambert. Il fait beaucoup parler de lui l'année dernière. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ça aussi. Oui, parce qu'il y a une audace dans l'écriture aussi. C'est des écritures très, très particulières. Abdelataya, c'est pas très loin de vous, parce qu'il y a l'envie du mot juste, du mot simple. Il y a de la poésie dans ce qu'il fait. Oui. On s'éloigne de vous parce que je veux revenir quand même sur les 3 citations que vous citez. Ah oui, c'est ça. Non pas pour que vous me parliez des auteurs que vous citez, mais qu'est-ce que ces citations disent de vous et quelle place elles ont et qu'est-ce que ça... C'est quoi? Vous vous inscrivez dans leurs pensées? Qu'est-ce que vous voulez Voilà, dire c'est ça. D'une part parce que je m'inscris dans leurs pensées et puis parce que pour moi, ces épigraphes-là, elles permettent de donner le ton, le là, en quelque sorte, de ce qui va se passer à l'intérieur de ce que j'ai écrit moi-même. Et ça, c'est très important parce que Riboulet, oui, on l'a dit tout à l'heure, Gustave Roux, le Suisse roman, c'est un auteur, si on le lit, ce Gustave Roux, on se rend compte qu'il y a énormément de parenté, une parenté extraordinaire entre ce qu'il écrit et ce que j'écris. Non pas que je veuille me situer à égalité avec Gustave Roux. C'est quoi, qu'est-ce que dit, alors, sans rentrer totalement dans les citations, qu'est-ce qu'on trouve dans ce recueil-là? C'est le rapport à la nature, comme très souvent chez vous. C'est le rapport au monde et à l'instant. Mais c'est effectivement la question du silence. On va parler du silence dans un instant et du langage, du mot juste. C'est la mort aussi. Les pardons, ce que je pourrais appeler la mort, c'est finalement les fantômes, la mort à venir, la recherche de la lumière, au milieu du noir. C'est ça? C'est ça. J'aime beaucoup la recherche de la lumière. Oui, c'est ça, c'est la recherche de la lumière. Et il n'y a pas de... Pour moi, la mort n'est pas présenté comme quelque chose de forcément dramatique. C'est ça que je veux dire. Il y a toujours dans la mort, chez moi, de la perception de la mort, l'expression d'une lumière. Hein. Donc c'est pour ça aussi que ici il y a l'épigraphe de l'écrivain italien Antonio Moresco, La petite lumière. C'est pour ça. Donc il y a la lumière. Et d'ailleurs dans ce livre-là, je crois qu'il y a une expression que c'est « à vif dans la lumière » aussi. De toute façon, pour moi, si on en revient à cette... Il y a vie et mort, effectivement, mais il y a lumière et ombre. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière, et il n'y a pas de lumière sans ombre. Moi, ce qui m'a marqué dans ce recueil, peut-être plus que dans d'autres, c'est que c'est très autobiographique, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que vous embrassiez aussi la souffrance, ou une tentative d'embrasser d'autres souffrances de l'humanité. J'avais l'impression, il y a cette rencontre avec ce paysan. Et c'était comme si vous, en tant que poète, vous étiez prêt à
accueillir la souffrance des autres. Et j'avais l'impression que vous vous inscriviez aussi dans toutes les souffrances qu'on a connues. Vous êtes né pendant la guerre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi que moi je découvre là, que je ne voyais pas autant avant, et de regarder un peu plus l'humanité et toutes ces souffrances? Oui, c'est ça, mais ça vient aussi du fait qu'on est dans une époque où l'information circule beaucoup. Hein. De toute façon, l'humanité a toujours été en proie à des cruautés terribles, mais actuellement, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on ne peut qu'être bousculé par les horreurs qui se passent. Donc automatiquement, ça entre. Quand, je parle d'une femme africaine, là, je parle de la banquise, je pense que c'est dans ce livre-là, la banquise qui se détache, et j'en fais quelqu'un qui souffre, en fin de compte. Je pense aux immigrés, je pense à ceux qui ont perdu leur lieu de vie aussi. Et ça continue. Donc les textes eux-mêmes restent actuels. Mais pourquoi aussi? Parce que du point de vue de l'écriture, je ne fais pas de tract, je ne dénonce rien. J'essaie de prendre les choses dans ce qu'elles ont de plus profond. Vous questionnez. Voilà, exactement. Je questionne. Il est difficile de comprendre comment la douleur d'un seul devient celle de tous. Comment ce qui surgit d'informe dans la fraternité trahie démolit la douceur qu'on protège au creux de soi. Écrivez-vous. Comme on aime protéger ces lieux imaginés enracinés dans la mémoire, encore cette mémoire, et dans ces longs regards que les étoiles attirent lorsque l'on sent que l'éternité se nourrit d'une présence humaine. Est-ce que vous vous inscrivez aussi dans cette éternité, dans la continuité? C'est ça le temps dont on parlait, ou la mort, etc. Comme si finalement on s'inscrivait forcément dans la continuité de quelque chose. Oui. On est de passage, hein. C'est-à-dire que je suis très sensible aussi à toutes ces recherches qui sont faites actuellement au niveau de la découverte de l'univers, avec ces fameux télescopes et enfin, toutes ces choses. Il se passe tous les jours quelque chose d'extraordinaire, et je suis vraiment fasciné par ces recherches-là parce qu'elles me mettent en contact direct avec le moment présent dont on parle, dont je parle et dont on parle actuellement dans le livre. En contact avec l'éternité, c'est même plus que l'éternité, c'est l'inachèvement qui est perpétuel recommencement. Alors il y a le grand monde, il y a l'éternité, ouais. Il y a vous. Vous écrivez aussi que vous écrivez pour vivre mieux. Oui. J'écris pour vivre un peu mieux. Et puis vous dites j'écris pour revenir chez moi. Donc finalement, on embrasse le monde, et l'écriture, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'échapper au monde. Parce que c'est ça ce que j'entends aussi. Oui. Je sens très bien que mon lieu de vie, c'est le poème, c'est l'écriture. Hein. C'est ça. Et c'est ce qui me permet, une fois que que je suis entré dans ce lieu-là, ben je suis plus à même de profiter et de goûter ce qui se passe autour de moi. Oui. Et la question du bonheur, est-ce qu'on peut se la poser à travers la poésie ou pas du tout? Le bonheur. Parce que vous parlez consolation. Vous dites aussi à un moment donné, il n'y a pas de consolation au monde. Je ne le retrouverai pas, mais ça m'a touché ce mot consolation. Pas de consolation à la douceur sur terre. Voilà ce que vous écrivez dans ce texte aussi. Ah oui, là, il y a toujours ce même combat au cœur des ténèbres. Pas de pitié, pas de gratitude, pas de consolation. On s'acharne à tout contredire alors que volent en éclats les miroirs où aucun de nos gestes n'a su prendre le temps de s'allier au mouvement si pur des plantes, des herbes, des fleurs, chères à ceux qui aiment tant se pencher sur elles et se persuader que route, chemin, sentier, espèrent des pas précautionneux et des regards aussi limpides que ceux qu'adresse le ciel à l'obscurité maladive de nos paroles. Ça, c'est finalement celui qui est resté dans ces Vosges avec un amour total pour la nature autour, parce que c'est de ça dont vous parlez aussi. Oui. Déjà dans un de mes premiers... l'endroit où je vivais à la Chaume, là, au Val d'Ajol, était un lieu très circonscrit, c'est-à-dire que... Mais je sentais déjà que tout prenait racine là. Et je me souviens, parce que ça me revient souvent à l'esprit maintenant, dans les petits poèmes en fraude qui étaient parus chez Gallimard en 1980, je disais et qui livre l'espace au regard commence l'attentat. Qui livre l'espace au regard
commence l'attentat. Comme quoi il y avait toujours ce besoin de se recentrer vers quelque chose d'extrêmement resserré, mais qui en même temps permet de voir la totalité. C'est pas contradictoire. Quelle place a le silence dans votre travail? Ben parce que le silence est le révélateur finalement du chant. Par exemple, quand on se balade dans la forêt, il y a en même temps, on sent en même temps le silence et les bruits. Et je me rends compte que le silence, en quelque sorte, c'est comme la partition vierge sur laquelle les bruits vont peu à peu s'égrener pour faire la partition de la nature, en fin de compte. Donc finalement, c'est une part importante, le silence. Ah oui, presque oui, une part la plus importante, parce que c'est ce qui laisse la place au chant, mais aux mots aussi. Oui. D'accord. Oui, au chant, aux mots aussi, oui. Patienter sous les nuages, c'est le titre de ce recueil-là. Malheureusement, le temps passe. Ah oui, il est passé. Mais est-ce que ce recueil-là, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait tout de même une espèce de réconciliation avec soi-même. Est-ce que c'est aussi de ça dont vous nous parlez? Oui. J'ai eu l'impression que vous nous disiez qu'il y avait, puisqu'on parlait d'identité avec un S, que Richard Rognier s'était un peu réconcilié avec l'enfance, avec soi-même, et que c'est de ça aussi dont vous nous parliez. Et réconcilié avec peut-être le temps, parce qu'on parlait du temps, le fameux temps qui passe. Il y a quelque chose de très doux, d'ailleurs. C'est des textes que je trouve d'une grande douceur, d'une grande sérénité. Oui, c'est ce qu'on m'a souvent dit, douceur et sérénité. C'est très bien que vous repreniez ces termes-là. Donc il y a aussi de la réconciliation? Oui, je pense. Mais je pense que ça, c'est à un certain moment de sa vie, on a besoin aussi d'une réconciliation avec tous ces personnages qui sont soi-même et qui se sont égrenés au fur et à mesure qu'on a avancé dans la vie, dans l'existence. Patienter sous les nuages aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Richard Rognier. Je vous en prie, Sarah. Vous êtes allé entièrement en profondeur dans ce que j'ai écrit là. Et ça me touche énormément. Ah oui, vraiment. Ouais.